En matière de chemin de fer, un vieil adage dit que la desserte crée le trafic, pour autant bien sûr qu'il soit de qualité. Et ces nouvelles rames à turbine à gaz mises en service par la SNCF en sont une brillante démonstration. En effet, que ce soit en deuxième classe ou en première, elles offrent un confort inhabituel sur des liaisons transversales, liaisons longtemps considérées comme le parent pauvre du chemin de fer. Car il faut bien le reconnaître, là où la caténaire ne déroulait pas ses fils, là où les locomotives diesel arrivaient à grand-peine à faire l'heure en raison du parcours accidenté, l'autorail restait le roi. Restait car les choses ont bien changé. Pour les ingénieurs de la SNCF, comme d'ailleurs pour tous les exploitants des réseaux étrangers, la desserte des lignes transversales est en effet un véritable casse-tête. Il faut par exemple offrir aux voyageurs un confort semblable à celui qui existe sur les grands axes, mais aussi un matériel léger et une forte puissance de traction. Bref, il faut concilier l'inconciliable, en quelque sorte relever un défi technique. Eh bien, il l'a été avec la mise en service de ces turbotrains. Et ce n'est pas fini, puisque d'autres liaisons seront en effet bientôt assurées par les turbotrains. Tout le secret de cette réussite réside donc dans le moteur de la rame, un moteur offrant le maximum de puissance sous le minimum de poids. C'était la condition sine qua non pour rouler vite sur des transversales qui serpentent à souhait, sans parler des fortes rampes. Et dans ce domaine, les constructeurs d'avions avaient en quelque sorte montré la voie avec la turbine à gaz qui allie puissance et légèreté, comme par exemple sur cet hélicoptère du type Super Frelon. Avec la turbine, plus de mouvement alternatif, tout tourne. Schématiquement, l'ensemble se compose de deux parties. La première est en quelque sorte un petit turboréacteur avec son compresseur, ses chambres de combustion et sa turbine. Et la deuxième, une autre turbine placée dans le souffle du réacteur. C'est elle qui développe la puissance. Avantage du système, on a séparé les deux fonctions, fabrication des gaz et turbine motrice. C'est simple, économique et surtout léger. Mais en contrepartie, la turbine à gaz fait payer ses avantages par un usinage très soigné. Ici, le millième de millimètre, le micron, est l'unité courante. Quant aux matériaux, ils doivent être également soigneusement sélectionnés pour encaisser de très hautes températures sur les aubages des turbines. Seulement, de l'aéronautique au chemin de fer, il y a un pas. En quelque sorte, le monstre devait être domestiqué, se faire plus endurant et développer un gros effort de traction à bas régime. Les essais furent entrepris ici dès 1966 au centre d'essai des propulseurs de Saclay. Et le Turbo 3 du Super Frelon devint le Turbo 3 F1 du turbotrain. Un engin moins puissant, certes, mais plus robuste et de surcroît apte à consommer du fioul et à encaisser les vibrations. Restait ensuite à vérifier, grandeur nature, le verdict des spécialistes, c'est-à-dire à trouver un véhicule d'essai. Et là, on a fait confiance au bon vieux 425 chevaux très répandu sur les lignes de la SNCF. Bien entendu, l'engin a subi quelques modifications. Si on a conservé le moteur diesel à une extrémité, par contre, à l'autre, on a aménagé un compartiment pour recevoir la turbine, en procédant à une insonorisation très poussée et en installant des prises d'air latérales. Ensuite, il a fallu l'équiper d'un nez plus aérodynamique, c'est-à-dire plus apte aux grandes vitesses. Et installer la turbine dans son compartiment, mais fort heureusement, on a pu lui faire emprunter un chemin peu orthodoxe, mais avouez-le, bien commode.
Enfin, on a posé le tout sur de nouveaux bogies à bras oscillants, c'est-à-dire qui présentent le minimum de masse non suspendue. Restait à résoudre le délicat problème de la transmission, c'est-à-dire à accoupler la turbine aux roues. Et là, il fallait jongler avec les tours minutes, c'est-à-dire ne pas dépasser 6000 tours, mais ne pas descendre en dessous de 1000 tours, où d'ailleurs le couple est maximum, donc plus apte à démarrer le convoi. Seulement, ce couple était encore insuffisant. Aussi a-t-on dû installer cet ensemble qui n'est rien d'autre qu'un convertisseur de couple hydraulique, autrement dit, un engin qui a pour but de multiplier le couple aux basses vitesses. Au démarrage, le convertisseur remplit son rôle, c'est-à-dire permet une mise en mouvement rapide de la rame. Jusqu'au moment où la turbine atteint son régime de bon fonctionnement et peut alors être accouplée directement aux roues par l'intermédiaire d'un simple train d'engrenage. Voilà donc la solution très simple qui fut adoptée avec cette transmission. Le but étant, dans un premier temps, de tester les capacités de la turbine et non de la transmission. Ainsi, bien vite, on atteignit plus de 220 km/h et même, le 20 juin 1967, entre Vierzon et les Aubrais, 236 km/h avec seulement 1200 chevaux. La turbine était bonne pour le service. Restait alors à perfectionner la transmission qui reçut un élément supplémentaire, un coupleur hydraulique. Au démarrage, le convertisseur de coupe sol fonctionne, puis le coupleur hydraulique prend le relais. Cette solution qui a été adoptée sur les premières rames en service commercial entre Paris-Caen et Cherbourg, ce sont les ETG, autrement dit les éléments à turbine à gaz avec leur livret chaudron et blanc cassé. Ils accueillent 188 voyageurs, dont 56 en première classe, avec de surcroît un restaurant libre-service aménagé dans l'une des remorques. Quant aux deuxièmes classes, elles ne sont plus les parents pauvres avec leurs sièges individuels. Mais avec cette mise en service, la SNCF a également inauguré une nouvelle formule, fréquence-vitesse, c'est-à-dire qu'on allie à la rapidité le nombre de dessertes. Ainsi, sur Paris-Caen, on a réalisé 14 liaisons aller-retour par jour, et ce, à 131 km/h de moyenne. Bilan, 25% de voyageurs en plus. Devant ce succès aussi bien technique que commercial, la SNCF a alors décidé d'acquérir de nouveaux engins pour améliorer la desserte d'autres transversales non électrifiées. Ce sont les RTG. Et cette fois-ci, les turbines sont reines, puisqu'elles assurent la totalité de l'effort moteur, c'est-à-dire 2300 chevaux. À chaque extrémité de la rame, dans un compartiment insonorisé, on trouve bien sûr la turbine motrice, mais aussi une petite turbine auxiliaire destinée à fournir l'énergie pour l'éclairage et la climatisation. Côté bogie, le freinage a également été renforcé pour les grandes vitesses, avec par exemple ce frein à disque et ce frein électromagnétique qui s'applique directement sur le rail. Ainsi, 6 ans après les timides essais de Saclay, la SNCF mettait en service le premier turbotrain intégral. Performance technique que reconnurent d'ailleurs les Américains, puisqu'ils commandèrent aussitôt plusieurs exemplaires.
Mais bien vite, les ingénieurs découvrirent les étonnantes possibilités de la traction par turbine à gaz et n'hésitèrent pas à se remettre au travail en vue d'équiper une nouvelle ligne tracée, cette fois-ci, pour les grandes vitesses entre Paris et Lyon. C'était le chemin de fer de demain que l'on bâtissait pour des vitesses commerciales de l'ordre de 260 km/h. Si la voie restait classique, par contre, du côté engin, il a fallu procéder à des études minutieuses en matière d'aérodynamisme, études que ne renierait pas un constructeur d'avions. Ici, tout a été étudié en fonction de la vitesse, depuis les roulements jusqu'aux organes de freinage, comme par exemple ce ralentisseur électrique. La climatisation a fait également l'objet d'études très poussées, la rame devant être étanche pour éviter les surpressions lors du passage dans les tunnels ou lors des croisements. Bref, c'est la technique aéronautique mise sur rail, une technique où le poids est l'ennemi à combattre. C'est ainsi que le profilage avant a été réalisé entièrement en plastique. Mais la vitesse est gourmande en puissance et l'engin a reçu 4 turbines à gaz accouplées 2 à 2 à un alternateur. On allie ainsi la légèreté de la turbine à la souplesse de la transmission électrique, ce qui permet de surcroît de rendre moteur tous les bogies. En somme, c'est le tout électrique sur rail, formule qui a l'avantage d'abaisser encore le centre de gravité de la rame, ce qui est autant de gagner pour la tenue de voie et le confort. Un confort d'ailleurs qu'envieraient les compagnies d'aviation. Et encore une fois, les essais furent à la hauteur des espoirs, puisque l'on dépassa très rapidement le cap des 300 km/h, et même que l'on atteignit 318 km/h. Lorsqu'on voit circuler ce lévrier du rail, on a peine à imaginer que 10 années se sont écoulées depuis le jour où une petite turbine d'hélicoptère quitta ses parents, les avions, pour se marier avec le chemin de fer, un mariage d'ailleurs fort réussi, dont on ne compte plus les descendants.